d'examen, bien que mes autres questions des autres capsules vidéo s'en rapprochaient quand même autant. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si à la fin de cette capsule vidéo, vous avez encore des lacunes, vous êtes encore un peu frustré du fait que voilà, parfois vous avez du mal dans les exercices, mais ne vous inquiétez pas, il faut s'entraîner sans relâche et ça vient tout seul, hein, donc c'est un déclic qui arrive avec le temps et l'entraînement. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Donc voici la question, c'est une question d'examen, je crois, 2019-2020, enfin peu importe l'année, donc ça c'est une question d'examen de l'ARES. Donc voilà, ça c'est un graphique, voilà, qui représente donc le taux de mortalité et le ratio des taux de mortalité selon le statut diabétique au Canada, donc qu'une personne soit diabétique ou non diabétique, donc on a le taux de mortalité pour ces catégories-là, et donc on vous donne le ratio, et le ratio, il vous dit dans l'énoncé que c'est le rapport entre le taux de mortalité des diabétiques et celui des non-diabétiques. Donc déjà ça, je trouve que on vous donne déjà un indice. Voilà, l'indice il est là, donc le ratio, c'est le taux de mortalité diabétique, TMD sur TMNND, donc taux de mortalité des non-diabétiques. Donc ça c'est le ratio. Et rappelez-vous, le ratio, c'est le rapport de deux éléments qui fait que pour l'interprétation, on va regarder s'il est plus grand ou inférieur à 1, afin d'estimer si le numérateur est plus grand que le dénominateur ou vice-versa. Bref, regardons ce fameux graphique. Vous voyez qu'il y a plusieurs informations et je vous ai appris durant les capsules théoriques du cours du chapitre 2 de savoir comment s'y prendre pour savoir quel graphique correspond à quel axe. Donc, on vous dit que le taux de mortalité est subdivisé en deux catégories pour chaque tranche d'âge, qui est au fait qu'on soit diabétique ou non. Donc, s'il y a deux informations, deux paramètres pour chaque classe d'âge pour un taux de mortalité, ce qui est le cas, sans diabète et diabète, donc ce qui est assuré en foncé correspond aux personnes atteintes de diabète, et en assuré clair, ceux qui sont sans diabète, il y a deux informations. Donc, logiquement, ces histogrammes en rectangle, sous forme de rectangle, correspondent donc au taux de mortalité, et donc, il correspond aux informations données par l'axe des ordonnées de gauche. Et donc, forcément, s'il n'y a que deux graphiques, si on connaît la fonction d'un des deux graphiques, on peut déduire la fonction de l'autre graphique qui est ici. Et bien ça, ce graphique en ligne brisée correspond donc au ratio des taux de mortalité, donc le rapport entre le taux de mortalité des diabétiques et des non-diabétiques. Et donc, vous voyez que cette ligne brisée, si je vous rappelais encore mes cours théoriques du chapitre 2, chaque point correspond à une valeur calculée des ratios, alors que les lignes qui relient de point par point sont seulement pour des raisons esthétiques dans les graphiques, pour donner un aspect global, pour voir l'évolution, que globalement le ratio ici, vous voyez qu'il monte et puis il décroît. C'est juste pour donner un aperçu visuel et esthétique, mais les valeurs qui sont sur les lignes brisées n'ont aucune valeur statistique ou aucune valeur graphique, c'est que les points enfoncés triangulaires ici qui ont que des valeurs déterminées et réelles. Bref, ça c'est les classes d'âge. Donc parmi les phrases suivantes, laquelle selon vous est la conclusion qui peut être tirée de ce graphique en ce qui concerne la population diabétique canadienne? Alors, proposition A. Le taux de mortalité des diabétiques est plus important dans toutes les classes d'âge, et c'est particulièrement le cas chez les jeunes adultes. Bien, vous regardez ça, on dit que le taux de mortalité diabétique est plus important dans toutes les classes d'âge, donc pour tout, et c'est particulièrement le cas chez les jeunes adultes. Donc, on vous dit que le taux de mortalité des diabétiques est plus grand que le taux de mortalité des non-diabétiques. Donc ça, si vous faites le rapport, c'est plus grand que 1. Or, ce rapport-là correspond au ratio, et donc mon ratio est plus grand que 1. Si mon ratio est plus grand que 1, cela implique que cette inégalité est vraie. Et donc, si on vous dit que le taux de mortalité est plus important dans toutes les classes d'âge, ça veut dire que le ratio doit être plus grand pour toutes les classes d'âge. Donc, vous voyez le ratio ici, 1, 2, 3, 4, 5, le ratio 1, il est là.
Donc on va le mettre ici. Et vous voyez que la courbe du ratio est toujours supérieure à 1, quoi qu'il arrive, pour toutes les classes d'âge. Donc c'est vrai. Et en plus de ça, ils disent que c'est particulièrement vrai chez le jeune adulte, donc c'est vrai, parce que le ratio est plus important pour les classes d'âge du jeune adulte. Donc le ratio est d'autant plus important. Donc, rien à dire, la A est la bonne réponse. Fin de l'exercice. Bon, après c'est une capsule vidéo qui se veut être complète, donc je vais vous justifier bien sûr pourquoi les autres propositions sont fausses. Eh bien, très facile, la B, la différence entre le nombre de décès parmi diabétiques et non diabétiques augmente fortement avec la classe d'âge. Déjà ici, vous voyez, il y a un problème. Moi, je m'arrête déjà à 1, 2, 3, 4, 5, à 5 mots. Je sais que la proposition B est fausse. Je n'ai pas besoin de dire le reste. Pourquoi ? Parce que la différence entre le nombre, ici on ne vous donne pas le nombre, on vous donne que le taux. Donc un taux sans connaître l'effectif total pour chaque classe d'âge et pour chaque aspect, pour chaque statut au fait qu'on soit diabétique ou non, si on ne connaît pas ces effectifs-là, on ne peut pas déduire le nombre. Et si on ne sait pas déduire le nombre, on ne sait pas non plus calculer la différence, de même une soustraction ou une addition. Donc on ne sait même pas faire une application calculatoire si on manque tellement d'informations et on a tellement d'inconnus. Donc on ne peut pas déduire. Encore plus concrètement, si je veux trouver le nombre de personnes, donc la quantité de personnes diabétiques qui sont décédées, donc qui sont mortes, eh bien, regardez, eh bien, ça correspond au taux de mortalité du diabétique, donc pour une classe d'âge donnée, pour une classe d'âge donnée, donc voilà, fois l'effectif de diabétiques pour une classe d'âge donnée. Et si je veux trouver le nombre de décédés non diabétiques pour une classe d'âge donnée, donc on connaît le taux de mortalité selon le graphique de non diabétiques pour une classe d'âge donnée fois l'effectif de non diabétiques pour une classe d'âge donnée, je connais ni ça, je connais ni ça. On ne nous dit pas combien y a-t-il de personnes pour chaque classe d'âge. Donc si je connais pas ça, je connais ni le nombre de personnes diabétiques qui sont décédées, ni le nombre de personnes non diabétiques qui sont décédées. Donc la différence entre ces deux éléments, comment je vais faire ? Je ne sais pas calculer non plus la différence. Donc ça, je ne sais pas. Donc on ne sait pas calculer la différence, donc la B est éliminée. Donc le diabète est une cause de mortalité très importante chez le jeune adulte. C'est le moins le cas chez les personnes plus âgées. La C, je vais la faire à la fin, parce que on fait étape par étape, donc regardez les propositions qui sont plus simples à justifier, et à la fin les propositions un peu plus élaborées, enfin les propositions qui prennent un peu plus de temps de réflexion pour justifier. Donc la D, je vais faire, et puis la C. Donc la D, la différence entre les taux de mortalité de diabétiques et non diabétiques décroît rapidement avec l'âge. Déjà, vous voyez que on connaît les taux pour chaque classe d'âge et pour chaque statut, que ce soit diabétique ou non. Donc on sait que visuellement, on voit que le taux de mortalité des diabétiques est toujours supérieur pour n'importe quelle classe d'âge que le taux de mortalité des non-diabétiques. Donc si on voit ce graphique visuellement, l'histogramme foncé est toujours supérieur que l'histogramme clair pour toutes les classes d'âge. Donc la différence entre les deux est toujours croissante. Donc visuellement, on sait que c'est croissant. Donc cette phrase-là, décroît, c'est pas bon, parce que justement il y croit. Donc voilà. Donc la D est éliminée. Maintenant pour la C, on va justifier ça. Donc le diabète est une cause de mortalité très importante chez le jeune adulte. C'est moins le cas chez les personnes plus âgées. Ça, c'est une information qui est plus difficile à tirer d'un simple graphique qui évalue objectivement ces éléments de mortalité ou non au fait du statut diabétique ou non. Et donc, on peut dire que est-ce que le diabète est une cause de mortalité très importante ? Est-ce que le graphique donne une notion de causalité et mortalité ? Est-ce que le nombre de personnes étant jeunes, le nombre de personnes décédées
en ayant le diabète dans la population jeune est-elle plus importante que le nombre de jeunes qui sont décédés mais qui n'avaient pas de diabète? Bah, si on ne connaît pas ce nombre-là, bah, on ne sait pas dire si c'est une cause peut-être qu'il y a une corrélation certaine, après ce n'est pas sûr, mais une corrélation entre le fait d'avoir un diabète et qu'il y a une plus grande proportion de personnes jeunes qui ont un diabète et qui meurent, donc plus en termes de nombre qu'un nombre de jeunes qui décèdent sans avoir le diabète. Est-ce qu'on peut trouver ce nombre-là pour pouvoir comparer ces deux nombres? Ben non, comme j'ai dit, pour la B, comme pour la B, c'est la même justification, comme pour la B, on ne connaît pas l'effectif pour chaque classe d'âge et pour chaque statut diabétique ou non. Donc on ne connaît pas l'effectif total pour chaque classe d'âge et pour chaque statut. Donc on ne peut pas savoir le nombre de personnes, de jeunes, qui sont morts en ayant un diabète déjà. Et donc on ne peut pas comparer avec les autres personnes jeunes qui sont mortes sans diabète. Okay. De même que pour la classe d'âge, pour les personnes plus âgées, on ne connaît pas non plus les effectifs, donc on ne peut pas dire est-ce qu'un vieux qui a le diabète va mourir plus en ayant le diabète qu'un vieux qui n'avait pas le diabète. Donc déjà ça, si on ne connaît pas le nombre, parce que voilà, on ne sait pas calculer ça, donc on manque d'informations sur les effectifs, on ne sait pas déduire. Et en plus de ça, si ça se trouve, peut-être que le ratio ici est plus important chez les jeunes que chez les vieux, d'accord, mais si ça se trouve, la quantité ou l'effectif total d'individus qui sont âgés et la population plus âgée est peut-être plus importante que la population plus jeune. Et donc, peut-être qu'un taux de mortalité plus faible chez une population d'un grand effectif correspond à un plus grand nombre, en termes de nombre, que un nombre qui représente un taux de mortalité important pour un effectif plus bas. Donc si ça se trouve, par exemple si je prends ici pour la classe de 75-79 ans, 40 pour 1000, bah, le nombre de personnes qui sont mortes avec 40 pour 1000, pour un taux de 40 pour 1000, est peut-être supérieur que 120 pour 1000 pour les 25-29 ans. Si ça se trouve, l'effectif est tellement important pour cette classe d'âge-là que pour cette classe-ci de 25-29 ans, que malgré qu'on applique en termes de taux, si on applique le taux sur l'effectif à chacune, à chaque classe d'âge, peut-être si ça se trouve, le nombre ici que ça représente de morts est peut-être plus élevé qu'ici. Donc voilà, donc c'est pas parce qu'un taux est plus important que ça signifie qu'en termes de nombre, ce nombre-là est plus élevé. Okay, tout dépend de l'effectif où on applique le taux en question, le taux de mortalité en question. Donc voilà. Donc la C est éliminée pour toutes ces justifications-là. Donc il y avait plusieurs façons de justifier. Donc voilà, c'est pour ça que la C, j'ai pris du temps. J'ai pris la peine de le mettre en dernier pour le justifier, parce que vous voyez, c'est pas aussi facile. Déjà pour moi de le justifier, parce que je sais qu'est-ce qu'il faut dire, mais pour que vous compreniez, de prendre le temps d'expliquer calmement et bien sûr pour que vous voyez mot pour mot ce que je suis en train de vous faire passer comme message. Donc voilà, si on ne connaît pas l'effectif, on ne sait pas calculer, et donc si on ne sait pas calculer, on ne sait pas comparativement savoir si le diabète est une cause de mortalité ou non. Donc voilà, peut-être si ça se trouve, les personnes qui meurent du diabète chez les vieux est plus importante que chez les jeunes en termes de nombre. Il y a plus de nombre en termes de nombre, j'insiste, il y a plus de vieux morts d'un diabète que de jeunes qui sont morts d'un diabète en termes de nombre. Mais voilà, donc c'est cool. C'est aussi l'autre justification, comme j'ai dit, c'était le lien cause et effet. Donc est-ce que le diabète est une cause? Non, pas forcément. Peut-être que objectivement, les gens qui mourraient avec le diabète étaient plus élevés, mais est-ce que le diabète est une cause de la mortalité? Médicalement, oui. Parce que avec vos connaissances médicales, vous savez que le diabète crée un taux de mortalité, mais est-ce que ce graphique et l'énoncé vous donnent cette information-là? Eh bien non. En fait, le piège à l'examen de raisonnement, c'est vous piéger
avec deux aspects, à la fois votre personnalité et à la fois votre rationalité. Donc quelqu'un qui est rationnel va se baser sur ce qu'on donne et va répondre en fonction de ce qu'on donne, alors que quelqu'un qui a une personnalité, une culture générale, va se dire, bah si, un diabétique meurt plus qu'un non-diabétique, donc oui. Donc il va répondre ça, alors que c'est un piège, justement, faites attention, ne vous basez pas sur vos connaissances, votre culture générale, parce que justement, un examen de raisonnement, c'est une seule question, une seule réponse. Les autres réponses sont fausses, donc il n'y a qu'une seule réponse et on vous demande objectivement des informations qu'on vous donne ici. Donc si on ne vous donne pas les informations, bah, vous ne pouvez pas conclure. Ok. Donc faites attention parce que je vois beaucoup d'étudiants vont répondre par réflexe la C à cause de leur culture générale dans le domaine médical, mais en fait non, il faut faire en fonction de ce qu'on vous donne comme information objectivement. En gros, l'examen de raisonnement, c'est pour évaluer à la fois votre esprit critique et votre objectivité. C'est ça le but. Ce n'est pas seulement pour évaluer vos compétences et votre intellectualité. C'est évaluer votre objectivité, votre rationalité. Et voilà, un médecin doit être objectif quand il voit des éléments, des appuis statistiques, des affirmations, des informations. C'est ça qu'on évalue. Alors, pour la question 12, le graphique ci-dessous montre la proportion de fumeurs dans chaque classe d'âge en France pour l'année 2010. Donc, chaque classe d'âge a deux groupes de sexe, enfin, donc soit homme, soit femme. Et donc, on montre la proportion d'hommes et de femmes qui fument pour chaque classe d'âge. Parmi les interprétations suivantes, laquelle est pleinement justifiée? Donc, dans la classe d'âge de 35-44 ans, le nombre d'hommes qui fument est exactement plus élevé que le nombre de femmes qui fument. Premièrement, qu'est-ce qui prouve que pour cette classe d'âge, l'effectif de femmes est égal à l'effectif d'hommes? Parce que ça aurait été le cas si si l'effectif de femmes était égal à l'effectif d'hommes, ok, si l'effectif était identique entre ces deux catégories de sexe pour la même classe d'âge, eh bien oui, donc ça aurait été bien 7%. Mais le problème, c'est que dans l'énoncé, on ne vous dit pas l'effectif pour chaque classe d'âge, le nombre d'hommes et de femmes qui fument pour chaque classe d'âge. Ce nombre est inconnu et donc on ne peut pas trouver le nombre. Et donc, forcément, si on ne connaît pas le nombre, on ne peut pas dire que l'effectif est forcément égaux entre le nombre de femmes qui fument à 35-44 ans et le nombre d'hommes qui fument entre 35 et 44 ans. Donc, si ça se trouve, c'est pas 7%, mais bien plus ou bien plus bas. Donc, voilà, par manque d'informations, on ne sait pas. Ou, si vous voulez une justification un peu plus mateuse, eh bien, c'est très facile. Vous regardez comme possibilité que l'effectif total n'est pas identique entre les deux sexes pour la classe d'âge de 35-44 ans, ce qui est le plus probable, parce qu'on ne dit pas le contraire, donc on peut le faire. Donc le nombre d'hommes qui fument entre 35-44 ans est égal à combien? Donc on vous dit 40,9%, donc 40,9% fois l'effectif total d'hommes qui fument, l'effectif total d'hommes, tout court, qui ont 35-44 ans. Donc si vous voyez 40,9% de l'effectif total d'hommes entre 35 et 44 ans fument, et alors vous regardez les femmes qui fument entre 35 et 44 ans, qui est égal donc à 33,9%, c'est bien ça, 33,9% fois l'effectif de femmes qui fument entre 35 et 44 ans. Donc, normalement, si je veux trouver le taux d'accroissement qui est à 7% qu'on nous dit dans l'énoncé, on doit juste faire HF de 35-44 moins F 35-44 F sur F de 35-44. Donc le nombre de femmes qui fument à l'âge de 35-44 ans. On ne connaît ni cet effectif-là, ni cet effectif-là, parce qu'il n'est donné nulle part, ni dans le graphique, ni dans l'énoncé. Donc je connais ni cette valeur-là, ni cette valeur-là, ni cette valeur-là, ni cette valeur-là, ni cette valeur-là. Donc, gros point d'interrogation, comment je peux trouver que c'est 7%? Impossible. Donc, la A est rejetée. Avant 65 ans, il y a au moins 15% de fumeurs dans chaque classe d'âge d'hommes et de femmes.
avant 65 ans, on regarde ici, 15%. Là, c'est tout juste, hein, 15,5. Ok. Donc avant, au moins 15% de fumeurs pour chaque classe d'âge, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, ont dépassé 15%. C'est vrai. Ça, c'est visible directement sur le graphique. Donc la B est la bonne réponse. Ok. Donc très facile. La C est fausse, et la D est fausse, parce que la bonne réponse au final c'était la B, mais bon, on va justifier. Donc à tout âge, les femmes fument moins que les hommes. Déjà, fument moins. Cette phrase m'embête parce que on vous dit la fréquence de fumer. Fumer moins que quelqu'un, c'est la fréquence de fumer. Or, ce graphique ici qu'on vous donne, et les informations qu'on vous donne ici, c'est pas la fréquence de fumer moins ou fumer plus. Ici, on vous dit juste, par la loi tout ou rien, qu'une personne fume ou pas, que ce soit un homme ou une femme, et qui fume ou pas. Donc, peu importe qu'une femme qui fume une cigarette par jour ou une femme qui fume 10 paquets de cigarettes par jour, on ne fait pas la différence entre ces deux personnes. Le fait qu'elle fume, on considère qu'elle fume. Point à la ligne. Et c'est ce que ce graphique est en train de montrer. On regarde si la personne fume ou pas. S'il fume ou il ne fume pas du tout. Mais on ne vous dit pas, dans ce graphique ou dans les informations mentionnées à l'énoncé, si la femme fume plus ou moins selon une certaine classe d'âge. Ça, on n'en sait rien. Ce n'est pas une fréquence de fumée ici. On parle juste d'une proportion de personnes qui fument ou pas. Donc ça ne répond pas du tout à ce qui est donné au graphique. La C est éliminée. La D, c'est la classe d'âge qui compte le plus de fumeurs et de fumeuses est celle de 36-34 ans. Un peu comme la A, la D est fausse parce que la classe d'âge qui compte le plus de fumeurs et de fumeuses, donc entre 26 et 34 ans, regardez, on ne connaît pas l'effectif de femmes, l'effectif total de femmes, et on ne connaît pas pour cette même classe d'âge, et on ne connaît ni l'effectif aussi d'hommes pour cette même classe d'âge de 26-34 ans. Donc, si je ne connais pas l'effectif de femmes de 26-34 ans, et ni d'hommes, ni aussi l'effectif d'hommes de l'âge de 26-34 ans, comment je peux trouver le nombre qui correspond à ces pourcentages-là? Si ça se trouve, l'effectif de femmes est plus élevé que l'effectif d'hommes, et donc les 36,7% ici de femmes qui fument, peut-être en termes de nombre, est supérieur aux 47,7%. Donc si je ne connais pas l'effectif, comment je peux trouver un nombre? Et donc je ne peux pas trouver de nombre, donc je ne sais pas comparer, et donc je ne peux pas conclure. Donc il manque des informations pour trouver le nombre d'effectifs, pour pouvoir les comparer. Donc compte le plus, cette phrase compte le plus, on vous parle d'un nombre, et on ne sait pas ce nombre. On sait que proportionnellement pour chaque catégorie d'âge, une femme fume moins qu'un homme, mais on ne sait pas, est-ce qu'en termes de nombre, il y a plus de femmes qui fument qu'un homme, ou il y a moins de femmes qui fument plus qu'un homme. Ça, on n'en sait rien, parce qu'il faut calculer ça en fonction des effectifs. Si ça se trouve, il y a plus de femmes dans la population qu'un homme, et donc les pourcentages, peut-être qu'ils ont l'air plus petits que les hommes ici visuellement, mais si on calcule un par un de ce que ça signifie ces pourcentages en termes de nombre, et que l'effectif de femmes est plus grand, si ça se trouve, le nombre de femmes qui fument est peut-être plus élevé que le nombre d'hommes qui fument. Donc voilà. Donc la bonne réponse ici pour la question 12 était la B. Donc voilà, ça c'est un ensemble de justifications en détail ici, mais ce que j'ai dit ici jusqu'à présent est largement nécessaire comme justification. Voilà. Maintenant pour la question 13. Alors, ici, ça c'est une question d'examen. Je suis étonné de lire dans un journal que l'information suivante, que avant le médicament R ne soit mis provisoirement en vente libre de 2001 à 2009, le nombre de patients présentant des symptômes associés à la maladie était destiné à soigner, augmenter plus de 3% par an. En effet, je me souviens d'avoir lu ailleurs qu'en 2000, ça a augmenté de 4%, en 2005 ça a augmenté de 4%, en 2007 ça a augmenté de 2%, 2010 4%. Ai-je raison d'être surpris? J'aurais dû effacer la couleur fluo ici de la bonne réponse, mais bon, peu importe, c'est pas grave. Et donc, de 2001
avant que soit provisoirement mis en vente libre, donc de 2001 à 2009, donc avant 2001 et après 2009, donc on dit avant que le médicament soit introduit entre cette période, entre 2001 et 2009, eh bien, le symptôme associé à la maladie a augmenté plus de 3%. Donc normalement, pour tout ce qui est avant 2001 et tout ce qui est après 2009, il doit être plus de 3%. Est-ce que c'est le cas? Donc on regarde pour l'année 2000, donc est-ce que c'est plus grand que 3%? Ben, c'est 4%, donc c'est OK. Est-ce qu'en 2010, qui est après 2009, est-ce que c'est plus grand que 3%? C'est le cas, donc c'est OK aussi. Donc, proposition 4, l'affirmation 1 et 4 sont justes. Maintenant, on regarde la 2 et la 3. Entre 2001 et 2009, avant donc le moment où le médicament R a été introduit dans le marché, on ne sait rien. Est-ce que ça augmente plus de 3%? Est-ce que ça diminue plus de 3%? On n'en sait rien. On sait juste de ce qui s'est passé avant la période et après la période, donc avant 2001 et après 2009. On est sûr et certain que c'est au-delà de 3% et on l'a confirmé à 200% avec certitude la 1 et la 4. Mais alors, entre 2001 et 2009, on ne nous dit pas qu'est-ce qui se passe durant cette période, si ça augmentait ou ça diminuait. En fait, le fait de dire que en dehors de cette période, ça a augmenté de 3%, ne contredit pas ou n'affirme pas que durant la période 2001 et 2009, c'est le contraire, que pour cette période-là, entre 2001 et 2009, ça diminuait moins de 3%. Enfin, ça a augmenté moins de 3%. Donc, l'affirmation au fait que on vous dit qu'en dehors de cette période, ça a augmenté de 3%, ne va pas directement déduire si le pourcentage va augmenter ou diminuer. Enfin, si l'information est opposée de ce qui a été donné pour cette même période entre 2001 et 2009. Ok, donc c'est voir entre ce qui est logique. Donc on ne vous dit pas d'informations. Il manque des informations, ce qui se passe entre 2001 et 2009. Et donc, ce qui se passe en dehors de cette période ne vous donne pas d'indice non plus. Parce que ça peut être le contraire ou ça peut être exactement le cas. Peut-être si ça se trouve, lorsqu'on a mis le médicament, durant cette période-là, ça n'a fait aucun effet et ça a été un effet placebo. Donc, c'est-à-dire que le médicament a fait autant d'effets quand il était ou il n'était pas là sur le marché. Ça se trouve, c'était pour ça qu'on l'a retiré après 2009, parce que ça faisait aucun effet. Donc, enfin bref, donc on vous donne aucune information sur ce qui se passe durant cette période. Donc, quoi qu'il arrive en termes de pourcentage, donc en 2005 ou 2007, que ce soit au-dessus ou en dessous de 3%, il n'y a aucun souci parce qu'on ne dit pas le contraire dans l'énoncé. On ne dit pas comment ça évolue. Donc, la 2 et la 3 sont justes. Donc, la C n'est que la bonne. Il n'y a aucune qui est en contradiction. Et donc la A, la B et la C, je ne justifie pas parce que la C répond tout directement, donc pas besoin de justifier.